À tous. Donc, je m'appelle Anne-Laure Chatin, je suis kinésithérapeute depuis 2006. Je suis actuellement kiné en libéral à Lyon dans un cabinet qui est orienté prise en charge neuro, puisque effectivement j'ai une patientèle qui est à 90% composée de patients neuro, mon collègue à peu près pareil. Et là, le sujet de ce soir va être sur le travail spécifique d'imagerie mentale et quelles applications on peut mettre en place dans la prise en charge post-AVC. On a à peu près une vingtaine de minutes de présentation. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Je prendrai le temps d'y répondre à la fin de la présentation. Au niveau des déclarations de lien d'intérêt, donc je suis donc kiné libérale. Je suis également praticienne à Liane et formatrice pour la société Aliane. Je suis également enseignante au niveau de 2 IFMK. Et en formation continue pour un autre organisme de formation. Voilà. Alors, hop. Voilà. Donc, dans les séquelles de l'AVC, bon, j'ai mis la spasticité, même si en soi la spasticité va évoluer tout au long de l'évolution de l'AVC. Vous savez qu'elle est totalement fluctuante en fonction de l'environnement, de l'état émotionnel et également des différents stades de récupération. Mais c'est vrai qu'elle fait souvent partie des plaintes verbalisées par le patient, même si en soi, j'ai tendance à toujours dire à mes patients que la spasticité est le premier signe d'une récupération motrice, certes anarchique, mais c'est le premier signe d'une récupération motrice. En soi, voilà, ça permet aussi de moduler un petit peu. Bref, ça c'est la petite aparté sur la spasticité. La présence de syncinésie, très très fréquente. Bien sûr l'altération de l'équilibre postural et puis la déficience de certaines commandes motrices. Voilà. Donc, qu'est-ce qui freine en général la rééducation? C'est bien évidemment la lésion neurologique, forcément, qui est propre à chaque patient, sachant que vous savez également qu'on peut avoir plusieurs tableaux cliniques différents et plusieurs récupérations différentes, même pour une même lésion neurologique identique. Donc voilà, donc dans tous les cas, ce qui freine la rééducation, c'est qu'effectivement, on part sur un système neurologique qui, lui, est lésé. Et en parallèle, la notion d'inhibition motrice. Donc, on va voir un petit peu ce que c'est que cette inhibition motrice aussi. Alors, l'inhibition motrice en soi, c'est à la base un mécanisme qui est totalement naturel. C'est une mise en réserve de certaines capacités. En état de stress, c'est le fait de ne plus effectuer de mouvement quand il y a quelque chose de stressant, d'inquiétant, un peu comme l'exemple de cette souris face au chat qui va se figer et ne plus bouger. C'est également quelque chose qui est totalement présent dans un ajustement moteur, puisque on a en permanence une activation d'une commande motrice et en parallèle une inhibition motrice naturelle de la commande contralatérale. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la littérature donc, bon, en soi, donc voilà, cette inhibition motrice est tout à fait normale. Le souci, c'est quand cette inhibition est dite pathologique. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur l'inhibition motrice dite pathologique dans la littérature? On retrouve deux grands types d'inhibition. À la fois une inhibition avec un enchaînement dysfonctionnel, avec un nouveau mouvement qui est adaptatif. C'est là où potentiellement on va retrouver également la présence de syncinésie. Et à la fois une perturbation de la qualité de la contraction musculaire. C'est en fait là où on va retrouver des difficultés sur la commande motrice directe. Et en parallèle, on retrouve dans la thèse de Rohr-Meuniot une notion d'effacement de l'image corticale, de l'image motrice sur le plan cortical. Donc, Rohr-Meuniot, elle, dans sa thèse, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a immobilisé des patients sur une immobilisation de coude pendant 6 semaines et elle s'est rendue compte que l'image motrice sur le plan cortical du coude, sur le plan cortical s'effaçait du fait de l'immobilisation.
Et donc, vous allez voir qu'en fait, ça va concerner pas mal de nos patients, et qu'entre autres, nos patients AVC qui ont déjà, bien sûr, il y a la lésion neurologique qui empêche certains mouvements, et puis en parallèle, il y a tout le temps, en fonction de la gravité de l'AVC, mais il y a tout le temps de l'immobilisation, de l'alitement, qui font qu'il y a certaines commandes qui ne sont plus utilisées, et où du coup, il y a effectivement la naissance de ces inhibitions motrices aussi. Et là, on a Julian Deajuriaguera, qui est un neuropsychiatre, que je ne dise pas de bêtises, qui est un neuropsychiatre qui entre autres a contribué à l'émergence de la psychomotricité, et qui émet l'hypothèse comme quoi le désordre moteur n'est pas d'origine déficitaire, mais provient d'un dysfonctionnement de la réalisation motrice. C'est-à-dire qu'il émet l'hypothèse que ce mécanisme d'inhibition n'est pas forcément à l'origine directement au niveau de la commande, mais plutôt à l'initiation de la commande, c'est-à-dire au niveau du cerveau. Et donc, en fait, il part du fait que l'ordre moteur vient de l'activité cérébrale. On peut donc supposer qu'à ce moment-là, on a deux visions sur l'origine de cette inhibition motrice, de ce manque d'activation, de la mise en place de ces syncinésies, de la mise en place de ce déficit de commande motrice. On a à la fois la vision distale avec une modification des informations qui sont fournies par les récepteurs articulaires, c'est-à-dire qu'au niveau de l'articulation, si on est sur une articulation qui est douloureuse, comme par exemple dans la subluxation gléno-humérale de l'épaule hémiplégique, on est sur un syndrome épaule-main qui est associé, et du coup l'articulation devient douloureuse et on a un réflexe de protection où on va éviter de bouger l'articulation qui fait mal, et en parallèle les récepteurs articulaires nous indiquent que de toute façon on a de l'inflammation, on a de la douleur, et donc crée naturellement ce mécanisme d'inhibition. Et en parallèle on a une vision qui est plutôt proximale au niveau du cortex moteur avec quelque chose, là en l'occurrence c'est noyau gris centraux, qui autorise ou inhibe un mouvement volontaire. Sachant que tout ça vient en complément de la lésion neurologique initiale. Donc bien sûr, lésion neurologique initiale fait que certaines commandes ne sont pas utilisées, il s'écoule un certain temps, et derrière, ensuite, la rééducation se met en place, et c'est là où en parallèle, on a des inhibitions motrices qui sont présentes, dû à la lésion neurologique, dû à l'alitement, dû à l'immobilisation et dû également au phénomène, par exemple, inflammatoire, comme on a parlé à l'instant sur la subluxation gléno-humérale. Donc, qu'est-ce qui permet à l'inverse une récupération post-AVC? C'est-à-dire quelles sont les capacités physiologiques de modification? Donc, dans la récupération post-AVC, c'est vraiment la notion de plasticité. Sachant que dans la notion de plasticité cérébrale, on a deux versants, à la fois la création et le renforcement de nouvelles connexions aux neurones, et en même temps la disparition de cellules par inutilisation, non-sollicitation. C'est indirectement ce qu'on retrouve dans la thèse d'Aurore Meuniot que je vous ai citée tout à l'heure, c'est-à-dire que non-utilisation du coude qu'elle avait immobilisé, derrière on retrouve une disparition de ces cellules sur le plan cérébral, et c'est la plasticité qui s'est mise en œuvre. Et les moyens de modifier, de jouer sur cette plasticité, on a deux outils, à la fois la plasticité activité dépendante, donc le fait de l'activité, c'est ce qu'on fait régulièrement en rééducation, le fait d'effectuer, de refaire encore et encore et encore un certain nombre de gestes, et en même temps, il y a effectivement cette plasticité de compensation spontanée qui va se mettre en place, c'est-à-dire que dans les suites d'un traumatisme, on a une réorganisation au niveau cortical qui est assez spontanée avec on va dire je cherche mes mots ce soir, un envahissement des cellules avoisinantes des zones qui ne sont plus utilisées, et entre autres des zones qui ont été lésées par l'AVC.
Et c'est là qu'on voit que du coup, pour corriger un mouvement, pour corriger une syncinésie, l'idéal serait de désapprendre pour réapprendre. Ce qui est extrêmement compliqué en rééducation pour gérer un récurvatum de genou, pour arriver à corriger une boiterie de hanche. C'est extrêmement compliqué. On est sur un schéma qui s'est mis en mode automatique. Et tous ces schémas automatiques, voilà, les désapprendre pour les réapprendre, ça n'est pas simple. Donc là, on va cibler un petit peu plus au niveau de la commande motrice et de la proprioception pour comprendre comment ça marche. Hop, voilà. Donc, vous décidez d'initier un mouvement. C'est-à-dire, par exemple, voilà, le verre qui est là, je décide que je veux l'attraper avec ma main droite. J'ai d'abord tout un tas d'afférences extéroceptives qui vont concerner la vue, qui vont concerner l'appréciation de ce verre-là, savoir à quelle distance il est situé de moi, est-ce qu'il a l'air d'être lourd, est-ce qu'il a l'air d'être dangereux, est-ce qu'il risque de me mettre en danger par rapport à la prise que je vais effectuer. Donc, toutes ces afférences extéroceptives vont, elles, monter au niveau du cortex pariétal, ici. En parallèle, on a toutes les afférences proprioceptives, c'est-à-dire effectivement les afférences proprioceptives qui me sont propres de je suis placé dans telle position par rapport à ce verre-là, mon épaule est placée dans tel axe, ma main est placée à tel endroit. Et on va dire un petit peu le point de départ de est-ce que mes articulations sont dans un bon positionnement par rapport à ce verre que je vais prendre. Et ces afférences proprioceptives, elles, font un relais au niveau du thalamus sur cette zone-là. Donc, pour ensuite être synthétisé au niveau du cortex pariétal. Là, le cortex pariétal va ébaucher vraiment un brouillon du mouvement qui va être affiné par le cortex préfrontal et le cortex frontal à ce niveau-là. Et ce brouillon du mouvement va être soumis en relecture au ganglion de la base et au thalamus. Donc ça correspond à ces structures-là. Si le ganglion de la base et le thalamus considèrent que attraper ce verre-là ne me met pas en difficulté, que mes articulations sont en capacité d'attraper ce verre-là par rapport à la position où je suis, que le brouillon du mouvement, on va dire, qui a été établi par le cortex préfrontal et frontal correspond à ce qui est fonctionnellement réalisable, c'est-à-dire que ce verre-là ne se situe pas à 1,80 m de hauteur, donc si on me demande juste une mobilité de bras, je serai capable de l'attraper. Ce verre-là ne se situe pas situé derrière moi, si dans mon brouillon du mouvement, il n'a pas prévu ma rotation de tronc, effectivement, le mouvement ne sera pas réalisable. Bref, toutes les conditions font que ce verre-là situé devant moi, par rapport à mon épaule qui est en capacité de bouger, par rapport à ma main qui va pouvoir créer mon ouverture de doigt, mon poignet qui va stabiliser ma main, et enfin le coude qui va me permettre l'allongement, ce verre-là, par rapport au brouillon qui a été défini, est OK, et on passe du coup à la phase d'exécution. Phase d'exécution, aire motrice supplémentaire, aire prémotrice, qui se situe vraiment juste ici, qui elles vont vraiment affiner les caractéristiques du mouvement. Caractéristiques du mouvement en termes de vitesse, en termes de précision, en termes d'intensité, en termes de force à développer. Et en parallèle, le rôle du cervelet sur tout ce qui concerne la coordination entre mes muscles agonistes, antagonistes, et ça sur toutes les chaînes musculaires qui vont s'imbriquer pour arriver à effectuer ce mouvement de juste prendre ce verre-là. L'ensemble est ensuite relayé au niveau du cortex moteur primaire, le tronc cérébral, la moelle épinière et enfin le motoneurone musculaire. En revanche, je suis hémiplégique, droitière, hémiplégique droite, et j'ai mon bras qui est mobilisé dans une écharpe. Et là, mon cortex a émis un brouillon du mouvement de effectuer, attraper ce verre-là. Mais je suis hémiplégique et mes afférences proprioceptives indiquent qu'en parallèle, mon épaule hémiplégique a en ce moment un syndrome épaule-main et extrêmement douloureuse, et que d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est immobilisée dans mon écharpe. Donc là, le thalamus va bloquer le mouvement. Ou alors, effectivement, je suis hémiplégique, mais j'ai peur parce que j'ai peur de me faire mal. Ce qu'on a la kinésiophobie, hein, qui est bien connue dans le domaine de la kiné. Et donc, pareil, le thalamus va bloquer le mouvement. Et puis, parfois, ce qui se passe, c'est que
bah, je suis hémiplégique, j'ai plus de subluxation gléno-humérale, j'ai récupéré certaines commandes, mais mon thalamus, lui, il n'a pas fait la mise à jour. Il n'a pas fait la mise à jour du mouvement, il n'a pas fait la mise à jour comme quoi mon épaule n'est plus douloureuse. Et puis, du coup, il va lancer le mouvement, mais soit de manière incomplète, où effectivement, je vais avoir des commandes motrices qui ne vont pas être suffisamment poussées, soit avec des systèmes de syncinésie, de dyskinésie, puisqu'on va avoir une perturbation du patron moteur, parce que lui, bah, en fait, du temps que j'étais douloureuse pour attraper ce verre-là, la seule solution qui a été mise en place, le patron moteur qui a été mis en place, c'est celui avec l'élévation de l'épaule et rétropulsion. Et donc, en fait, à chaque fois que je vais vouloir prendre quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être mon élévation d'épaule, rétropulsion. Je pense que c'est un schéma que vous connaissez bien sur les patients hémiplégiques. Ou à chaque fois que je vais vouloir marcher, la seule chose qui se met en place au niveau de mon genou, c'est automatiquement le récurvatum, quelles que soient les circonstances liées autour du récurvatum en termes de sensibilité profonde, en termes de spasticité. Il y a toutes ces choses-là qui se mettent en place et du coup, on part sur un mouvement qui est dysfonctionnel. D'accord? Donc voilà effectivement le principe de l'inhibition motrice et effectivement cette régulation qui se fait par nos douaniers, la ganglion de la base, thalamus. Voilà. Donc là, bah moi, du coup, je vais très clairement vous parler de la méthode Aliane, avec une forme de reprogrammation neuromotrice, mais un petit peu spécifique. Donc, on est sur un procédé neurophysiologique dont l'objectif est de modifier, corriger ou acquérir un automatisme moteur. Donc, vous voyez qu'on correspond bien à tout ce qu'on a pu dire par rapport à cette notion d'inhibition motrice, par rapport à cette plasticité et par rapport, du coup, aux conséquences qu'on peut avoir dans un AVC. Et l'objectif, là, va être d'intervenir directement sur la genèse des stratégies motrices. C'est-à-dire qu'on ne va pas être sur la plasticité d'activité dépendante, on va être sur, non pas uniquement par la répétition d'exercices, mais on va être sur la correction, sur l'origine corticale du mouvement. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser de la proprio, de l'imagerie mentale et des sons de basse fréquence. C'est le trépied qu'utilise Aliane. Donc la proprioception, bah, tout part de votre bilan, chose que vous savez faire, tout part de votre bilan moteur, à la fois du tonus, à la fois de la motricité volontaire, de la motricité involontaire, de la motricité réflexe, des syncinésies, tout part de votre bilan. Et en parallèle, on va aller chercher le travail proprioceptif. Par exemple, récurvatum de genou. Récurvatum de genou, à partir de votre bilan, vous avez identifié plusieurs étiologies, on va dire, à votre récurvatum de genou. En général, il n'y en a pas qu'une seule, c'est un complexe qui se met en place avec en parallèle souvent la position du bassin et le travail au niveau des extenseurs de hanche. Bon, bref, vous avez ce récurvatum de genou-là. Et déjà, vous allez lui demander, au niveau proprioception, lui, qu'est-ce qu'il ressent sur le côté hémiplégique. Qu'est-ce qu'il ressent? Est-ce qu'il entend le claquage du genou? Est-ce qu'il ressent cette sensation de stabilité quand il se met en récurvatum? Est-ce qu'il ressent l'accélération du genou qui va se mettre en place à ce moment-là? Est-ce qu'il ressent une contraction musculaire à l'avant de la cuisse, à l'arrière de la cuisse? S'il ressent quelque chose, est-ce que c'est confortable? Est-ce qu'il a l'impression que c'est plutôt au niveau du tibia, qu'il y a quelque chose qui freine, qui le gêne? Vraiment de manière à affiner, de manière extrêmement précise, toutes ces données-là. Okay. Donc, il affine toutes ces données-là sur son côté hémiplégique. Et puis en parallèle, on va faire un autre travail proprioceptif, mais plutôt là, du coup, sur les hémiplégiques, sur le côté sain. OK, qu'est-ce qui fait que là, ça fonctionne? OK, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que la contraction musculaire que vous ressentez, elle est confortable? Ça travaille où? C'est diffusé? Vous vous souvenez que les aires motrices supplémentaires définissent toutes ces caractéristiques du mouvement en termes de vitesse, en termes d'intensité, en termes d'endurance,
en termes de confort de la contraction, en termes de est-ce qu'il y a une syncinésie qui se met en place, là on repart sur l'épaule. Donc vraiment définir tout ce travail proprioceptif, qu'est-ce qui se passe, où, à quel moment, quelle notion, aller chercher éventuellement à palper, vous ressentez des choses, ok. Donc là, on est vraiment sur un travail proprioceptif extrêmement précis. Derrière, toutes ces sensations proprioceptives-là, on va les intégrer en imagerie mentale. Alors, l'imagerie mentale, en soi, c'est quelque chose d'extrêmement naturel et d'extrêmement courant qu'on fait tous au quotidien. C'est-à-dire qu'on fait de l'imagerie mentale de manière totalement naturelle quand on se souvient de notre dernier week-end, de nos dernières vacances. On fait de l'imagerie mentale quand on se projette sur ce qu'on va faire demain ou quand on se projette sur une future activité ou quelque chose. On fait de l'imagerie mentale quand vous êtes également en résolution de problèmes. On est dans l'imagerie mentale. Et enfin, on fait de l'imagerie mentale sur quelque chose de potentiellement abstrait, comme le rêve. C'est-à-dire que indirectement, si là, tout de suite, je me mets à vous parler d'un éléphant rose qui a un petit chapeau bleu et puis pourquoi pas un nœud papillon vert avec des petites bottines jaunes au niveau des pattes. Et ben, vous êtes déjà en train de visualiser cet éléphant rose avec son nœud papillon vert, son chapeau bleu et ses bottines jaunes au niveau des pattes. Et pourtant, jusqu'à preuve du contraire, eh ben, l'éléphant rose, ça n'existe pas. Donc ça signifie que en fait, l'imagerie mentale, c'est la capacité du cerveau à imaginer, à avoir une représentation de quelque chose d'abstrait ou de quelque chose de concret, les deux possibilités. Là, nous, ce qu'on va utiliser, c'est qu'on va utiliser de l'imagerie mentale, mais de l'imagerie motrice, plus précisément, donc de l'imagerie du mouvement. L'intérêt de l'imagerie mentale, il a été prouvé déjà depuis pas mal d'années en termes d'imagerie motrice, donc en termes de mouvement, à la fois sur la notion d'équivalence corticale. Donc la notion d'équivalence corticale, hop, je vais reprendre le petit projecteur, c'est ce qu'on retrouve ici. Là, en jaune, vous avez un stimulus électrique. En bleu, vous avez les activations corticales quand on fait un mouvement imaginé. Et enfin, en violet, les activations corticales quand on exécute réellement un mouvement. Et enfin, la dernière ligne synthétise l'ensemble entre mouvement imaginé et mouvement exécuté. Quand vous êtes en rouge, c'est que le mouvement exécuté est plus présent en représentation corticale que le mouvement imaginé. En vert, le mouvement imaginé plus présent en représentation corticale que le mouvement exécuté. Et en bleu, c'est équivalent. Et vous voyez qu'on a quand même pas mal de bleu. Certes, la superposition n'est pas parfaite, mais on a quand même une belle équivalence corticale. On a également une notion d'équivalence neurovégétative. Neurovégétative, c'est-à-dire que quand vous imaginez un mouvement, si par exemple c'est de la course à pied, que vous êtes vraiment sur une image motrice précise de la course à pied, vous pouvez avoir, au même titre que dans la course à pied, une modification neurovégétative en termes de sudation, en termes de battement cardiaque, en termes de tout le système végétatif. Et également, enfin le dernier point, sur la performance. Donc on a une première étude en 95 qui avait été faite sur des pianistes et où ils avaient mis d'un côté un groupe qui avait effectué de l'entraînement au piano et un autre groupe qui avait fait, qui avait fait 10 heures d'entraînement au piano et un autre groupe qui avait fait 2 heures d'entraînement au piano plus 2 heures de travail en imagerie mentale. Et en fait, les résultats étaient les mêmes dans les deux groupes en termes de performance au piano. Et en fait, ça mettait en évidence que l'utilisation de l'imagerie mentale permettait un gain de temps dans l'activité, dans l'entraînement physique. En parallèle, on a une autre étude en 92, elle est un peu plus ancienne, qui montre que le travail en imagerie mentale permet un gain de 30% de la puissance musculaire maximale. Et enfin, les deux dernières études, celles-ci 2001 et 2015, se sont concentrées sur les modalités sensorielles de cette image mentale et plus particulièrement de cette image motrice. Et en fait, ils sont allés chercher sur quelles sont les meilleures modalités sensorielles pour travailler sur une image motrice et plus particulièrement sur un apprentissage moteur.
on a plusieurs sens, hein. On a la vue, on a l'audition, on a l'olfactif, le gustatif, le kinesthésique et le tactile. Donc, sachant que dans le visuel, la vision, on a deux types d'imagerie mentale. On a à la fois l'imagerie mentale à la troisième personne, extéroceptive. C'est par exemple la vidéo que quelqu'un a fait de vous en train de marcher. Et derrière, vous créez une image mentale de cette vidéo quand vous la visionnez, de vous en train de marcher ou de vous en train de faire du ski, peu importe. Et donc, vous avez un retour visuel du mouvement. Et puis, vous avez l'imagerie mentale visuelle à la première personne, introspective, c'est le principe de la caméra embarquée, où là, vous êtes situé à l'intérieur de vous et vous avez effectivement toutes les infos, toute la création de l'image de vous en train de marcher, mais à l'intérieur de vous. Et en parallèle, ils ont comparé ça à l'imagerie mentale kinesthésique, c'est-à-dire par exemple lors de la marche, le fait de percevoir ces différents débattements articulaires, le fait de percevoir ces différents appuis au sol, le fait de percevoir toutes les commandes motrices qui se mettent en place quand vous marchez, entre les différentes contractions musculaires, sur les différentes phases de marche, et se sont rendus compte que, en fait, pour un apprentissage moteur, l'entrée sensorielle kinesthésique était bien plus performante que l'entrée visuelle seule. Donc c'est pour ça que du coup, effectivement, la méthode Aliane utilise ce travail proprioceptif en amont, mais travail proprioceptif extrêmement poussé, de manière à avoir une entrée kinesthésique extrêmement poussée pour aller chercher cet apprentissage moteur ou cette modification de motricité. Et enfin, le dernier point du trépied d'Aliane, c'est effectivement les sons de basse fréquence qui sont émis par un dispositif médical breveté avec deux types de sons qui vont intervenir, à la fois des sons qui sont dits pulsés, qui interviennent sur un intervalle de 7 secondes, et en même temps un son qui est dit associé, qui lui est choisi par le patient. L'intérêt de ces sons de basse fréquence, en fait, est de permettre une modulation de l'activité corticale. Puisque effectivement, cette modulation attentionnelle, en fait, le présupposé est que ces sons de basse fréquence permettent de passer en mode alpha d'activité cérébrale. Le mode alpha, c'est celui que vous avez, c'est en dessous de l'état d'éveil, c'est celui que vous retrouvez dans l'état de pseudo-sommeil, mais quand vous ne dormez pas. C'est celui qu'on retrouve également dans l'état méditatif, mais sans pour autant descendre aussi bas que l'état qu'on a dans l'hypnose d'anesthésie. Et en fait, ce mode alpha correspond au filtrage de l'information au niveau du cerveau. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a ces sons de basse fréquence qui sont utilisés de manière à créer cette modulation sur le plan cortical et du coup à augmenter les capacités d'apprentissage et surtout de l'ancrage en sous-cortical. Donc ça, c'est des petits cas cliniques. Alors, cette personne-là donc présente donc on est sur de la spasticité avec, je vais vous montrer. Hein. Okay, donc une spasticité au niveau des gastrocnémiens de l'ordre de 1 plus 2 sur l'échelle 1 plus à 2 sur l'échelle d'Ashworth avec une accroche nette. Également la même chose au niveau solaire avec une petite trépidation elliptoïde à la fin. Donc derrière, voilà, il est effectué une séance de reprogrammation neuromotrice sur ce pied, sur cette spasticité du triceps sural, avec un travail en excentrique. Au niveau proprioceptif, hein, c'est le travail en excentrique qui a été fait à ce moment-là. Et voilà ce qui est présenté en fin de séance. Donc avec une nette diminution observée en fin de séance sur la spasticité. Donc justement sur cette spasticité, il y a une petite étude qui avait été faite, qui avait été publiée partiellement entre autres dans Kiné Scientifique. C'est un document que vous pourrez demander au niveau de l'administration d'Aliane après si vous souhaitez l'avoir. Hop, pardon.
avec donc une étude qui avait été faite sur 22 patients sur la spasticité du triceps sural, étude en rétrospectif avec une évaluation avant et après séance. Et donc une évaluation sur le score Ashworth. Donc on avait séparé effectivement les gastrocnémiens et les solaires, et l'évaluation sur le score Ashworth. Donc là on est sur le nombre de points perdus, hein, moins 1 point, donc 0 point de perdu, moins 1 point, en fonction que ce soit gastrocnémien ou solaire, moins 2 points ou moins 3 points. Et donc avec une moyenne du coup évaluée à moins 1,41 points sur l'échelle d'Ashworth en fin de séance. Et en parallèle, évaluation de ces patients-là à 1 mois, avec un maintien. Donc là, sur les gastrocnémiens, on voit qu'on a un maintien à 1 mois de la spasticité qui est à 87,5%. Sur le solaire, on est à 60%. Donc grosso modo, la moyenne a été évaluée à spasticité du triceps, maintien à 70% à 1 mois. Donc ça, c'était le premier versant sur la spasticité, sachant qu'on est bien d'accord qu'on parle de régulation de la spasticité. On n'est plus sur... ouais, voilà, on est vraiment sur cette notion de régulation, d'adaptation, de reculer le seuil de spasticité, de l'adapter le plus loin possible par rapport à l'effort physique qui va être fourni. Autre exemple de cas clinique, donc ça c'est un jeune homme de 25 ans qui a présenté un AVC sur malformation artério-veineuse. On est sur l'élévation antérieure d'épaule. Pardon, je vais vous la remettre. Voilà. Donc avec une élévation antérieure de l'ordre de 100 degrés, avec une petite extension du tronc en fin d'amplitude. Alors, il a un schéma initial de démarrage qui est différent, mais d'ailleurs, il va être surpris lui-même, puisque là, en fait, on voit qu'il relève la tête pour aller regarder où a atterri sa main. On a toujours cette petite extension de tronc, mais vous voyez qu'on a quand même vraiment un gain, sachant qu'en plus, voilà, je viens de voir, il avait un peu de spasticité aussi en fin d'amplitude. Voilà. Donc là, le gain, il est de l'ordre, enfin, on est monté à peu près à 140 degrés, alors qu'avant, on était à une élévation de l'ordre de 100 degrés. Alors, un autre exemple, cette fois-ci sur la syncinésie. Donc là, on est sur une femme, la quarantaine, qui a présenté une rupture d'anévrisme avec une hémiparésie droite. Il n'y a pas de spasticité. Mais effectivement, sur le mouvement d'éversion de la cheville, elle présente en permanence cette syncinésie d'extension du gros orteil. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien, hein. On les voit pas mal, hein, ces patients-là. Voilà. Hop, je vous la remets. Ok, et alors là, hop, plus largement, ça c'est un patient qui a été suivi sur 18 mois avec une séance de reprogrammation neuromotrice selon la méthode Aliane toutes les 6 semaines en complément de sa prise en charge habituelle. Donc là, en fait, l'intérêt était vraiment d'évaluer la méthode Aliane dans un parcours de soins, dans une prise en charge globale, et où du coup, il a été effectué le test de 10 mètres de marche avec évaluation de la longueur d'enjambée et de la vitesse de marche. Sachant que effectivement sur ces 18 mois-là, là, on a une rupture au mois d'avril.
qui correspond en fait à l'acquisition de l'équilibre unipodal et du coup le passage de avec canne à sans canne, où effectivement dans ce cas-là on a une régression de la longueur d'enjambée et de la vitesse de marche, mais vous voyez qu'on a quelque chose vraiment de bien linéaire qui permet effectivement d'avoir une voilà, la réflexion sur l'inclusion de cette séance de reprogrammation neuromotrice en complément de sa prise en charge habituelle. Donc en fait, on est vraiment sur cette notion que cet entraînement mental, parce qu'on peut vraiment parler d'entraînement mental, est totalement complémentaire à la rééducation. L'objectif va être à la fois de jouer sur la plasticité synaptique, puisque en fait, au niveau des synapses, le fait de entretenir en permanence les images du mouvement va permettre d'activer en permanence la libération de neurotransmetteurs dans les synapses, sans pour autant aboutir à l'activation de la contraction musculaire. Et en même temps de jouer sur cette plasticité dite anatomique, c'est-à-dire directement sur le plan cortical et sur ce remodelage qu'on va avoir, qu'on a déjà naturellement, qui se met naturellement en place dans les suites d'un AVC, mais qu'on va avoir derrière en rééducation. L'objectif de tout ça est d'améliorer effectivement le recrutement des unités motrices, c'est-à-dire la commande motrice et la synchronisation de celle-ci, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec la diminution des syncynésies. Et ça, c'est effectivement un article, là, la synthèse, là, ce schéma-là synthétique, est tiré d'un article sur les effets de l'imagerie motrice dans la rééducation des lésions du système nerveux central et les atteintes musculo-articulaires, qui a été publié par Muriel Granjon, Émeric Guillot et Christian Collet. Donc, cette reprogrammation neuromotrice, cette méthode Aliane dont je vous ai parlé, les limites, c'est effectivement les capacités cognitives très dégradées. Donc, dans le cadre de nos patients AVC, tout ce qui concerne les aphasies de compréhension vont être un réel frein à ce travail d'imagerie mentale. L'aphasie d'expression ne pose pas de souci. L'idéal, c'est au moins d'obtenir un code oui-non qui soit fiable. C'est un peu c'est l'objectif. Et également, en termes de capacité cognitive, on va parler des capacités attentionnelles, puisqu'on est sur un travail d'imagerie mentale et de travail d'imagerie mentale. Donc, l'idéal, c'est quand même d'avoir des capacités attentionnelles de l'ordre de 10-15 minutes. C'est vrai que sur certains syndromes frontaux, c'est pas toujours évident. En soi, des troubles de la sensibilité profonde, enfin une altération complète de la sensibilité profonde n'est pas un frein à l'utilisation de la méthode Aliane. C'est sûr que ça ne va pas faciliter les choses, mais en soi, c'est absolument pas un frein puisque l'idée va être d'aller chercher de la sensation proprioceptive du coup sur le côté sain. Bien évidemment, toutes les atteintes mécaniques, ça paraît logique en cas de fracture, en cas de lésions nerveuses anatomiques complètes, et également tous les patients hyperalgiques qui vont être tellement douloureux ou du coup ils vont avoir énormément de mal à créer leur image mentale proprioceptive, leur image motrice, tellement ils seront dans la douleur. Alors c'est vrai qu'on pourrait se poser la question en parallèle, est-ce que mon patient est un bon ou un mauvais imageur? Donc pour ça, il existe pas mal de tests qui ont entre autres été détaillés par Thomas Rulot et Lucette Toussaint dans l'imagerie motrice en rééducation. Hein, vous avez pas mal de bibliographie là-dessus. Des tests qui ont été expliqués entre autres par Émeric Guillot. Donc le test de chronométrie, le test de rotation mentale. Le test de rotation mentale, c'est on vous présente plusieurs articulations dans différentes positions et il faut définir si c'est si c'est des côtés droits ou des côtés gauches. Et enfin, le KVIC 20, qui est un test avec 10 positions au niveau de flexion-extension de la tête, 10 positions bien spécifiques, et où derrière, on va demander au patient de coter la clarté de l'image kinesthésique et la clarté de l'image visuelle. Mais en soi, ces tests-là sont intéressants pour savoir si notre patient est bon ou mauvais imageur, mais en revanche, même sur un patient mauvais imageur, il a une capacité d'apprentissage, et là, c'est notre travail de rééducateur d'aller derrière lui apprendre à faire ce travail d'imagerie.
Savoir si notre patient est bon ou mauvais imageur, ça va nous intéresser si on est dans une étude clinique, de manière à avoir une randomisation de patients la plus uniforme possible. Mais dans la pratique courante, c'est pas un problème d'avoir des bons ou des mauvais imageurs. Ça va juste prendre plus ou moins de temps, c'est tout. Dans tous les cas, il y a un certain nombre de prérequis effectivement à utiliser l'imagerie mentale en rééducation. Bien sûr, avec un cadre méthodologique, donc évaluer les capacités du patient, on en a parlé, expliquer la nature du traitement, expliquer la technique d'imagerie, comment est-ce qu'on fait. Idéalement, intégrer ce traitement dans la prise en charge globale et derrière, donner une certaine des capacités aux patients à faire ce travail-là à la maison. L'imagerie mentale, c'est un travail qu'ils peuvent faire excessivement facilement à la maison pour entretenir le travail qui a été fait lors des séances. Et en parallèle, effectivement, les capacités physiques, on en a parlé, l'environnement, c'est sûr que c'est plus simple de travailler dans un environnement qui est quand même plutôt calme. La notion de timing, la notion d'apprentissage en lien avec la partie émotionnelle et la notion de perspective interne et externe. Donc, ce type-là de reprogrammation neuromotrice, donc on n'est pas sur la reprogrammation neuromotrice uniquement proprioceptive à base d'élastique, on est sur quelque chose d'un petit peu plus un peu différent, puisqu'on travaille directement en centrale avec du coup l'utilisation de l'imagerie mentale, avec du coup l'ancrage par les sons de basse fréquence en sous-cortical. Là, on a parlé du patient neuro. Bien évidemment, vous en doutez qu'elle peut s'adapter aux patients d'orthotraumato. Elle peut s'adapter également dans le domaine du sport pour une modification d'un geste sportif à visée de performance ou à visée de prophylaxie. L'intérêt, c'est dans tous les cas qu'on est sur quelque chose qui est totalement complémentaire à votre prise en charge en rééducation classique et dont le but est de potentialiser cette prise en charge-là post-AVC. Puisque effectivement on a en parallèle cette notion d'inhibition motrice d'origine centrale, donc d'origine corticale, qui se met en place excessivement rapidement, due à l'immobilisation, due à l'alitement, due à la lésion neurologique directement, avec cette réorganisation spatiale au niveau cortical. Donc, il y a vraiment cette notion d'inhibition motrice, et quand on est sur une inhibition motrice d'origine centrale, c'est ce que je vous avais indiqué, l'idéal est de désapprendre pour réapprendre, ce qui est extrêmement compliqué en rééducation classique, et ce qui permet vraiment de passer un cap en utilisant ce travail de reprogrammation neuromotrice. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez des questions. À titre d'information, le temps que les questions arrivent, donc si ça vous intéresse, Aliane propose effectivement une formation sur les inhibitions motrices de manière à affiner votre diagnostic, à affiner effectivement la présence d'une inhibition motrice d'origine centrale ou pas, et puis derrière un petit peu le traitement qu'on peut mettre en place. Vous avez une prochaine date qui est le 13-14 mai, c'est-à-dire la semaine prochaine, et le 19-20 mai à Lyon. Vous pouvez également les contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Vous pouvez retrouver les précédents webinaires sur ce site-là, www.aliane.com/professionnel au pluriel /webinaire au pluriel /. Hop, bon, ça c'est la carte des praticiens Aliane effectivement en France. Donc, vous voyez qu'en France et en Espagne, donc ça commence à être un petit peu réparti. On trouve un peu de partout. Ça c'est toute la bibliographie. Voilà. Hop là. Alors, je vais regarder un petit peu au niveau des questions, qu'est-ce que ça donne. Attestation de présence pour les étudiants, oui, c'est possible, il faudra la demander. Je me permets de prendre le relais de Anne-Laure. Pour les attestations de participation, il faut les envoyer donc à l'adresse mail m.charvet@aliane.com. Merci.
Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit sur la rééducation neuro en sens large, que ce soit sur cette notion d'inhibition motrice, sur ce travail d'imagerie mentale en rééducation. Voilà, n'hésitez pas, je suis à dispo encore pendant quelques minutes pour ça. Alors, un lien pour revoir le webinar. Maureen, je te laisse prendre la main là-dessus. Oui, c'est pareil, on va vous envoyer du coup le lien très prochainement par email. Et donc, si tu peux répéter, Maureen, l'adresse pour demander l'attestation de présence. Alors, m.charvet@aliane.com. Charvet, c'est Charvet. Donc voilà, je ne sais pas si c'est bon pour la partie administrative. Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, Maureen, je pense qu'on a... Ah, si. Alors, la place de l'imagerie motrice dans le syndrome douloureux régional complexe. Intéressante, très très intéressante, donc dans le syndrome épaule-main, à ne pas utiliser, enfin c'est pas à ne pas utiliser, peu recommandé en phase aiguë puisque on est sur une phase d'hyperalgie, en fait, sur la phase inflammatoire, phase hyperalgique. Donc, en fait, le patient a tendance à être envahi par sa douleur, ou alors, en tout cas, il va falloir réguler l'ensemble sur. Il va falloir réguler l'ensemble au niveau des traitements médicamenteux. Par contre, très intéressant par la suite pour la récupération. En fait, ce qui se passe régulièrement, c'est que on a tendance à avoir une perturbation du schéma moteur suite à une algodystrophie, avec effectivement cette tendance à plaquer un petit peu l'épaule, à être un peu douloureux, à avoir une sursollicitation au niveau du trapèze supérieur. Potentiellement, comme c'est une épaule qui a pas à peu fonctionné pendant un certain nombre de temps, puisque en plus on est sur des rééducations de longues, hein, on parle de l'ordre de 18 mois, on a souvent des dyskinésies scapulaires qui ont tendance à se mettre en place. Donc oui, extrêmement intéressant d'utiliser l'imagerie motrice dans ces pathologies-là et le travail effectivement de reprogrammation neuromotrice avec Aliane. Et avec des résultats qui sont d'ailleurs assez bluffants. Alors, de nouveau, le lien pour demander l'attestation, M comme Maureen, .charvet, CHARVET, @aliane.com. Est-ce qu'on peut utiliser l'imagerie mentale pour d'autres pathologies? Oui. En fait, pour toute pathologie, l'imagerie mentale, vous pouvez l'utiliser déjà. Alors, nous, en tant que kiné, on va l'utiliser sur toute la partie motrice, toute la partie fonction motrice. Mais en soi, les prépas mentaux utilisent également l'imagerie mentale sur toute la dimension psychologique, sur la régulation effectivement de la douleur potentiellement. Mais c'est vrai que nous, en tant que rééducateurs, on utilise plutôt l'imagerie mentale sur tout ce qui est tout ce qui concerne la partie motrice, tout ce qui concerne la partie de la rééducation, on va vraiment avoir un gros apport là-dessus, et également toute la partie au sens plus large, retour à la pratique sportive. Est-ce qu'on peut utiliser la rééducation, l'imagerie mentale pour la rééducation orthophonique? Alors, est-ce que vous pouvez préciser votre question en termes de rééducation orthophonique? Vous êtes peut-être orthophoniste d'ailleurs.
Donc la rééducation orthophonique, en tout cas, on va pouvoir utiliser le travail en imagerie mentale sur tout ce qui est motricité linguale, puisque la langue est un ensemble de muscles, de 9 muscles. Donc dans tout ce qui est la motricité linguale, en plus c'est quelque chose qui est, je voudrais pas dire de bêtises, je ne sais pas si vous êtes orthophoniste, mais les retours qu'on a des orthos, c'est que la rééducation de la déglutition atypique ou des mauvais placements de langue est extrêmement longue, fastidieuse chez les enfants, avec parfois des résultats qui sont plus ou moins mitigés. N'hésitez pas à m'interrompre si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Mais c'est le retour des orthos qu'on a. J'en ai encore eu un cette semaine. Et c'est vrai que là, utiliser l'imagerie mentale dans cette rééducation linguale, c'est extrêmement intéressant. On a d'ailleurs Caroline Alvarado et son équipe de kiné avec Sébastien Matteo qui ont travaillé sur un protocole justement d'imagerie mentale et de rééducation et de représentation mentale de la langue. Il me semble que ça a été publié récemment, oui. D'autre part, en ce qui concerne Aliane au sens large, effectivement, c'est quelque chose, ça fait partie des formations qui sont présentes au niveau d'Aliane, de travailler sur de la rééducation linguale avec, entre autres, une formation bien spécifique sur tous les troubles de l'ATN, de l'articulation temporomandibulaire, et justement sur la rééducation de la déglutition. C'est quelque chose qui a été, où les protocoles ont été développés et mis en place avec un travail, un partenariat qui a été fait entre autres par un dentiste. Voilà, je ne sais pas si ça a pu répondre la rééducation sur la question sur la rééducation orthophonique. Une autre question pour l'opération du canal carpien, diminution de la masse musculaire de l'éminence ténard ou hypoténare. Oui. Tout dépend, je dirais. Est-ce qu'on est sur une limite mécanique ou pas? On en est toujours à la même question. Vous vous souvenez, dans les limites d'Aliane, je vous avais indiqué plusieurs notions et également la notion d'atteinte mécanique. En soi, si sur le plan nerveux, le nerf fonctionne toujours, eh bien, c'est tout à fait possible d'utiliser, d'aller chercher effectivement Aliane, puisque de toute façon, la conduction nerveuse fonctionne toujours. La masse musculaire a fondu du fait d'une sous-utilisation potentiellement post-op immédiate ou d'une modification d'utilisation. Par contre, si suite à cette chirurgie, on a une conduction nerveuse potentiellement qui a échoué, parce qu'en même temps, le nerf a été comprimé, je suppose, avant cette opération, puisque c'est pour ça qu'il y a eu l'opération. Là, c'est à voir, en fait, ce qu'il faut, c'est à garder l'intégrité mécanique, l'intégrité anatomique. Est-ce qu'il y a une possibilité d'accéder aux formations en ligne ou est-ce que dans le futur, ces formations vont être présentées ailleurs en France? Maureen, est-ce que je peux te laisser prendre la main sur cette question-là? Bien sûr. Donc, alors, nos formations sont disponibles partout en France, notamment donc la formation complète, donc certifiante Aliane. Ensuite, nos formations, donc J1, donc là, aux inhibitions motrices, se font principalement à Lyon. Donc, vous avez un travail préparatoire à faire en amont digitalisé et après, en fonction de votre niveau, le formateur adapte la formation. Donc, voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, pour l'instant, oui, elles sont uniquement à Lyon. Après, à voir en fonction de la ville ou du village où vous êtes situé. Oui, parce que Maureen, il me semble qu'on a des formateurs qui sont maintenant répartis un petit peu dans toute la France et que du coup, on a la possibilité enfin, c'est quelque chose qui va venir, en tout cas dans le futur, effectivement, de créer des formations délocalisées. Alors, elles sont déjà délocalisées par rapport à la certification Aliane, donc le praticien. Donc, on Oui. va pouvoir venir dans votre cabinet. Concernant la J1, donc la formation inhibition motrice, vu que c'est qu'une journée, c'est vrai que ça vous fait vraiment déplacer ça fait déplacer nos formateurs et les mobiliser sur une journée. Donc, pour l'instant, elle est uniquement à Lyon. Après, c'est vrai qu'en fonction aussi de votre disponibilité, en fonction de votre localisation, si on a un formateur qui est vers chez vous,
Voilà, tout est personnalisable, tout est modifiable, donc on s'adapte vraiment à vos besoins. Et concernant d'ailleurs la formation, donc inhibition motrice, vous pouvez la régler directement en ligne avec le choix du coup de votre date. Donc après, c'est un paiement qui se fait donc sur un site sécurisé, notre site internet. Et notre directeur général prend directement vos coordonnées pour vous rappeler, puis justement fixer les conditions. Donc vous avez justement sur notre site toutes les dernières dates disponibles. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions sur ces inhibitions motrices, sur ce travail d'imagerie mentale, sur cette reprogrammation neuromotrice, sur la rééducation neuro, sur la formation. N'hésitez pas, on est là pour vous. Il y en a qui ont redemandé de nouveau le lien pour l'attestation. Normalement, je leur ai mis la réponse directement dans le chat. Je vous le rappelle, m comme Maureen, point Charvet, CHARVET, arrobase, aliane, A2LYANE.com. Bien, je pense que si on n'a pas d'autres questions, on va clôturer tranquillement cette session. Je vous remercie en tout cas pour votre participation, votre attention, votre intérêt. N'hésitez pas à chercher, n'hésitez pas à réfléchir à ça, n'hésitez pas à continuer à progresser. L'objectif quand nous progressons, c'est que nous arrivons à faire progresser nos patients derrière. Donc je vous invite vraiment à continuer à chercher tout ce qui est possible de faire pour arriver à faire avancer nos patients, d'autant plus sur ces patients neuro, on est très très souvent sur une rééducation qui est lente et longue. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions à envoyer vos questions sur maureen.charvet, enfin m.charvet, pardon,